Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Merci à tous d'être là. Pour vous redonner un petit peu le programme de ce webinaire, donc d'abord, on verra pourquoi optimiser la gestion de ces déchets, avec un petit focus sur les coûts cachés des déchets et sur les évolutions législatives, et là, notamment vis-à-vis de la tarification. Ensuite, Lola Olieuduc de la métropole qui nous présentera un petit peu son guide des bonnes pratiques, comment faire pour optimiser la gestion de ces déchets. Puis, on aura l'entreprise Zetnac qui nous parlera de sa gestion des cartons, justement. Et puis après, on vous présentera donc les solutions qu'on propose avec Caponor Entreprendre. Donc, la première solution qui est la solution CoCollect, une solution mutualisée de collecte de déchets qu'on a mis en place depuis décembre 2019. On fera un petit focus aussi sur deux questions qui reviennent souvent. La première, c'est est-ce que c'est vraiment plus cher de passer par un opérateur privé? Et la seconde, c'est comment faire pour sensibiliser efficacement ses salariés. Ensuite, on parlera du coup de la deuxième solution qu'on propose avec Caponor Entreprendre, qui est un projet qu'on va lancer bientôt qui s'appelle Optimise et qui est un projet d'écologie industrielle et territoriale. Et puis après, on garde une demi-heure pour les questions et un temps d'échange. Alors déjà, pourquoi optimiser la gestion de ces déchets? Donc la première raison qui vous intéresse sûrement en tant qu'entreprise, c'est le fait de réaliser des économies. Comment? En réduisant ces déchets à la source déjà, et puis ou alors en les valorisant, en les faisant collecter de manière séparée ou par exemple en vous engageant dans des ateliers UIT. Ensuite, la deuxième raison, c'est pour respecter la réglementation. Vous avez notamment des obligations en termes de reporting, en termes de tri. Troisième raison, très importante aussi, c'est d'avoir un temps d'avance. Vous préparez aux évolutions législatives à venir. Il y a de plus en plus de lois sur les déchets et les taxes évoluent également. Donc, plus vous vous penchez tôt sur le sujet, mieux ce sera pour votre entreprise. Et puis aussi, ça peut également vous permettre de réduire l'exposition de votre entreprise aux fluctuations des coûts de matière et de gestion des déchets. Ensuite, une autre raison importante, c'est développer votre démarche RSE. Donc, RSE, je rappelle, même si je pense que tout le monde aujourd'hui connaît, c'est responsabilité sociale des entreprises. Et par là, on entend aussi bien sociale qu'environnementale. Il y a une étude qui a été réalisée en 2018 sur les représentations sociales des Français vis-à-vis de la RSE. Et le premier enjeu qui a été cité sur le volet environnemental était celui des déchets, avant l'économie circulaire, etc. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les citoyens. Ensuite, c'est aussi une thématique qui vous permet de mobiliser vos salariés. C'est un sujet, en effet, qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les activités. Et il y a des études qui ont été menées, notamment celle de Bramer en 2017, qui a montré que travailler sur le sujet de la RSE, ça permet de favoriser l'engagement de vos salariés. On a parmi nos adhérents une association qui s'appelle Raidificare et qui nous a fait le même retour. Raidificare, c'est une association qui va inciter et accompagner dans le réemploi des matériaux de construction. Et ça a été un retour que leur ont fait les personnes gestionnaires de chantier. Les salariés étaient beaucoup plus motivés de travailler en triant, en réemployant et en sachant que leur action serait vertueuse. Ensuite, du coup, forcément, si vous développez votre démarche RSE, ça permet également d'améliorer votre attractivité. L'engagement RSE, en effet, devient un critère de plus en plus important pour les salariés, les consommateurs, les investisseurs. Il y a une multitude d'études qui vont en ce sens. Je vous donnerai, si vous le souhaitez, après le webinaire, plusieurs références sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Il y a notamment un sondage IFOP qui a été fait récemment et 58% des répondants, en tout cas, affirmaient que la politique RSE d'une entreprise était un critère important au moment de choisir d'y travailler. Donc, ça vous permet de développer votre attractivité employeur. Ensuite, c'est quelque chose qui est d'autant plus vrai avec la génération des millénials. Il y a un autre sondage de Global Tolerance qui a montré que 62% des millénials interrogés déclaraient vouloir travailler uniquement pour une organisation qui délivre un impact social et environnemental positif. Pareil, au niveau des consommateurs, il y a une étude Clutch de 2019 qui a montré que 70% des répondants issus de la génération X se disaient prêts à boycotter une entreprise qui ne partageait pas leurs valeurs, contre 35% du côté des baby boomers. Donc, on voit qu'il y a
une véritable attente de la part des citoyens, aussi bien en tant que salariés et en tant que consommateurs. Et c'est également le cas du côté des investisseurs. Il y a 2 études, une de Grave et Waddock de 1994, qui a montré que l'engagement RSE constituait un gage de durabilité et donc de bon placement sur le long terme pour les investisseurs. Ça, c'est plutôt lié au fait de développer votre démarche RSE, mais agir sur la thématique des déchets fait partie des actions que vous pouvez mener pour développer votre démarche RSE et du coup améliorer l'image de votre entreprise. On va faire un petit focus sur les coûts des déchets. Bien souvent, une entreprise ne voit que le coût de gestion externe des déchets. Et encore, c'est un coût qui n'est pas forcément bien connu. Il y a des études qui ont été réalisées qui ont montré que 53% des entreprises connaissaient le coût externe de la gestion de leurs déchets. Donc, ça veut dire même pas une entreprise sur 2 qui connaît réellement le coût de gestion de ces déchets. Et je ne parle que du coût de gestion externe. Il y a d'autres coûts qui sont cachés, les coûts de gestion interne, les coûts de génération. Et là, par contre, du coup, on a 9 PME sur 10 qui ne connaissent pas ces coûts-là. Et souvent, le coût global est 14 fois plus élevé en moyenne que le coût externe qui est connu. Donc, voilà pourquoi c'est aussi très important de se pencher sur le sujet. Il y a des coûts du coup externes liés tout simplement à la facturation, qui sont les coûts que vous voyez, mais il y a aussi des coûts de gestion interne liés à la manutention, au tri, au stockage, etc. Des coûts de génération, le coût d'achat et de transformation des matières premières. C'est beaucoup plus coûteux que ce qu'on imagine bien souvent. Alors maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur tous les aspects réglementaires. Premièrement, déjà, l'entreprise, elle a des obligations vis-à-vis de son prestataire. La première obligation qu'elle a, déjà, c'est de vérifier que le prestataire de collecte peut recevoir ses déchets. Pour cela, elle va demander un certificat d'acceptation préalable. Et puis, en parallèle à cette demande d'acceptation préalable, l'entreprise va également demander aux prestataires de collecte les arrêtés préfectoraux d'autorisation des installations de traitement, les récépissés de déclaration des collecteurs, les autorisations et agréments des transporteurs, toute une série d'attestations comme celle-ci. Ensuite, l'entreprise elle a une seconde obligation, c'est celle de vérifier que ces déchets sont bien admis dans une installation adéquate, en particulier pour les déchets dangereux. L'entreprise, du coup, va demander au prestataire de collecte de lui fournir un bordereau de suivi des déchets dangereux. Ça va permettre à l'entreprise d'assurer la traçabilité de ces déchets, de leur production jusqu'à leur élimination. L'entreprise productrice des déchets devra suivre et vérifier la réalisation de chaque étape aboutissant au traitement final, puis conserver ces bordereaux pendant 5 ans au minimum, ce qui va permettre de garantir la traçabilité du bon traitement de ces déchets. Si vous souhaitez des exemples de formulaires, vous pouvez aller sur le site de l'ADEME. Ensuite, il y a également une troisième obligation qui incombe aux entreprises, c'est celle de tenir un registre des déchets. Et cela vaut pour toute structure qui produit ou expédie des déchets. Donc, l'entreprise doit tenir et mettre à jour ce registre des déchets. Et ce registre doit être conservé pendant 3 ans minimum, que ce soit au format numérique ou papier. Et le but en fait de ce registre, c'est d'assurer de manière chronologique la traçabilité des déchets, de tous les déchets qui sortent de l'entreprise. Chaque type de déchet sera d'ailleurs classé suivant une nomenclature définie par la réglementation. Et de même, vous avez accès à la nomenclature des déchets qui définit la codification à utiliser sur le site de l'ADEME. Ensuite, l'entreprise, outre ses obligations de suivi des déchets, disons, l'entreprise a également des obligations en termes de tri. En effet, depuis une loi de 2016, toute entreprise, enfin, quand je dis entreprise, en fait, il faut entendre acteur économique, disons, tout producteur ou détenteur de déchets à hauteur de plus de 1100 litres par semaine est tenu de trier les 5 flux. Les 5 flux, c'est quoi? C'est le verre, le plastique, le métal, le bois, le papier et le carton.
Papier carton, ça va ensemble et c'est pour ça qu'au total, ça fait 5. C'est une obligation pour le moment qui ne concerne que les structures qui dépassent 1100 litres de production de déchets par semaine. Et il y a quand même la majeure partie des structures qui sont concernées de fait. Et il faut savoir qu'à partir de 2025, cette obligation de tri des 5 flux concernera tous les producteurs ou détenteurs de déchets, sans condition de production de volume ou autre. Ensuite, on a également une obligation de tri des biodéchets. De même, depuis 2016, cette obligation concerne tous les producteurs ou détenteurs de déchets de plus de 10 tonnes par an. Et à partir de 2024, il n'y aura plus ce seuil de 10 tonnes par an. Cette obligation de tri des biodéchets concernera toutes les structures productrices de ce type de déchets. Et on va voir que à cet horizon 2024-2025, on sera amené également à trier de nouveaux types de déchets. À partir de 2025, on sera notamment tenu de trier et valoriser tous les déchets textiles. Et on sera également obligé de trier tout ce qui est fraction minérale et plâtre. Voilà un petit peu pour les obligations, les principales obligations qui concernent les entreprises en matière de déchets. Et il faut savoir que c'est des obligations, le non-respect en tout cas de ces obligations peut avoir un impact très important. En effet, en cas de non-respect du tri des 5 flux par exemple, la sanction administrative qui est prévue par le Code de l'environnement à l'article L541-3 et une sanction administrative d'un montant maximal de 150 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et il faut savoir que ce non-respect de l'obligation de tri des 5 flux constitue également une infraction pénale qui peut être punie d'une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alinéas 4 et 8 de l'article L541-46 de ce même code de l'environnement. Donc voilà, c'est des obligations assez importantes qui vont encore évoluer dans les avenirs et qui vont concerner de plus en plus d'entreprises, de structures et de plus en plus de flux. Et ce sont aussi des obligations qui, en cas de non-respect, peuvent avoir un impact très important pour votre entreprise. Autre focus qu'il me semblait important de faire ce matin, c'est un focus sur la taxe TGAP et sur son évolution. Donc la taxe TGAP, déjà, c'est quoi? Donc c'est la taxe générale sur les activités polluantes. C'est une taxe que vous payez pour le traitement de vos déchets non valorisables, ceux qui partent en décharge notamment, ou ceux qui sont incinérés. Et c'est une taxe qui est en augmentation très très importante cette année et qui va continuer à l'être dans les années à venir. Pour exemple, en ce qui nous concerne sur le territoire des Bouches-du-Rhône, en 2020, on payait 25 € la tonne pour la taxe TGAP pour tous les déchets qu'on allait mettre en décharge. Et en 2021, on paiera désormais 37 € pour une même tonne de déchets qu'on va mettre en décharge. Donc c'est une augmentation de 12 €. Cela représente 48% d'augmentation entre 2020 et 2021, et c'est une taxe qui va continuer à augmenter dans les années à venir. En effet, d'ici 2025, il est prévu qu'en 2025, elle soit de 65 € la tonne. Donc encore de belles augmentations à venir en termes de taxes TGAP. Sur ce diapositive, vous pouvez voir également les prix concernant la taxe TGAP pour tout ce qui est incinération. Et si vous avez deux prix à chaque fois, c'est parce qu'il s'agit d'une fourchette et que cette taxe va dépendre du territoire sur lequel vous vous trouvez. Mais in fine, en 2025, tous les territoires aboutiront à ce même montant de 65 € la tonne pour les déchets mis en décharge. Là encore, du coup, on voit bien l'intérêt trié et surtout, on voit bien que l'intérêt n'est pas seulement environnemental, mais il peut être aussi économique et surtout, il va de plus en plus le devenir dans les années à venir. Parce qu'en effet, cette taxe, c'est une taxe que vous payez pour les déchets non valorisables qui partent en décharge et c'est une taxe que vous n'avez pas à payer pour la valorisation de vos déchets.
Donc voilà, encore une belle illustration de la nécessité de s'intéresser à cette gestion des déchets et de la nécessité d'avancer de plus en plus vers le tri de vos déchets. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Lola Olioduc de la Métropole qui va nous présenter son guide de bonnes pratiques justement en matière d'optimisation de la gestion des déchets. Lola, je coupe mon micro et je te laisse la parole. Ça marche. Bonjour à tous, merci Maïté de m'avoir invité à cette réunion. Donc, je vais vous présenter le recueil de prévention des déchets d'activité économique qu'on a créé au sein du service de prévention des déchets de la métropole Aix-Marseille. Je me présente rapidement, je suis chargée de mission zéro déchet, zéro gaspillage. Et avec mon collègue, nous avons créé ce recueil qui a vocation à accompagner les entreprises à réduire et valoriser leurs déchets. Est-ce que je peux bouger, moi, les pages, Maïté? Ah non, parfait. Donc, comme on l'a vu, pour les entreprises, les enjeux sont de taille. Il y a les pressions sur l'environnement, la réglementation, la hausse des prix, la réputation, qui sont autant de bonnes raisons de se pencher à cette thématique sérieusement. Donc, ce guide, il est là pour aiguiller les entreprises sur les solutions existantes grâce à des retours d'expérience d'entreprises qui se sont déjà engagées dans une démarche de prévention. Donc, les objectifs du recueil, ça va être de mettre en place un état des lieux dans les entreprises, enfin, accompagner les entreprises à faire un autodiagnostic qui permettra d'engager un changement de comportement grâce aux pistes d'action rencontrées et d'améliorer la gestion sur site et l'organisation interne. Donc, tout ça va permettre de réduire les coûts liés aux déchets. Et comme on l'a vu, ces coûts sont particulièrement conséquents puisqu'en moyenne, ils sont 14 fois plus élevés que le coût externe de collecte et traitement. Donc, l'objectif final, il est bien de réduire les déchets produits par les professionnels et d'avoir une meilleure valorisation des déchets de l'entreprise. En interne et en externe. Donc, c'est vraiment une prise de conscience concernant les déchets générés par l'entreprise et voir les axes d'amélioration. Merci. Donc, pour vous présenter rapidement l'organisation du recueil, donc, il y a une introduction au contexte. Pourquoi faire de la prévention des déchets d'activité économique? On reprend également les conditions qui sont favorables à la prévention, la réglementation et l'arrêt de la collecte. La deuxième partie, elle, est plus pratico-pratique. Donc, elle concerne des fiches pratiques. Donc, il y a l'autodiagnostic dedans, plus d'autres fiches pratiques par catégorie d'action qui vont permettre d'orienter les entreprises vers des pistes d'action pour réduire et valoriser leurs déchets. La troisième partie du recueil concerne l'éco-conception et l'EIT. Donc, c'est plus une initiation à ces démarches-là qui sont émergentes sur le territoire. Et enfin, l'annexe avec les ressources et contacts. Donc, le deuxième axe du recueil, réduire et valoriser ces déchets d'entreprise. Donc, il y a une première partie, comme on disait, sur l'autodiagnostic, des fiches pratiques donc, qui vont concerner le conditionnement, l'usage de la matière, l'usage des produits, le réemploi et la gestion des déchets sur site. Donc, dans ces catégories, plusieurs pistes d'action sont proposées et deux exemples chiffrés par fiche pratique sont proposés. Donc, c'est à l'échelle nationale parce que malheureusement, on n'a pas encore assez de retours d'expérience sur le territoire seul. Mais ça, on en parlera dans un deuxième temps. Tu veux bien qu'on m'entende? Merci. Donc, concernant l'autodiagnostic, ça va être un état des lieux qui va permettre de voir les priorités d'action. Donc, déjà, dans un premier temps, ça va permettre d'identifier les catégories et les quantités de déchets qui sont produites par votre entreprise. Et beaucoup d'entreprises ont du mal à avoir un ordre d'idées à ce niveau-là. Ce qui permet aussi d'identifier la part de déchets qui va être potentiellement valorisable ou recyclable et d'autres aspects dans ce suivi, tels que par exemple les pics de production des déchets, une analyse avec les fournisseurs pour identifier par exemple les emballages évitables ou les autres sources de réduction à la source. Donc ça va être une analyse des prestataires, des exutoires. Cet état des lieux, ça va vraiment permettre à l'entreprise d'avoir un ordre d'idée. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le déchet rentre et sort de l'entreprise? Et quelles sont les pistes d'amélioration? Donc ça va être des questions que j'ai appelées clés dans le PowerPoint. Dans le recueil, il y a toute une liste de questions qui permet de se questionner voilà, sur cet état des lieux de l'entreprise. Donc ça va être par exemple, connaissez-vous les catégories et les quantités de déchets qui sont produites par votre entreprise? Ou les coûts annuels, comme on a vu, les coûts externes, internes.
Ou est-ce que vous avez déjà, par exemple, réalisé une campagne de sensibilisation auprès de vos employés? Et du coup, dans cet autodiagnostic, on voit souvent que la majorité des réponses est est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous savez? Et pour les entreprises ne savent pas. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de s'y pencher. Donc pour la phase 2, on a déjà vu les aspects de la législation qu'il faut respecter et la phase 3, donc c'est là où se situe le recueil qui va permettre d'identifier les axes d'amélioration, donc qui va suggérer un peu des pistes d'action qui peuvent être mises en œuvre. À la suite de ça, il y a l'élaboration d'un plan d'action et le suivi et l'évaluation de ces actions engagées. Donc, ces 5 phases font partie de l'autodiagnostic qui peut être réalisé par l'entreprise elle-même. Il y a aussi des prestataires qui proposent de faire cet autodiagnostic pour accompagner les entreprises à y voir plus clair. Voilà. Merci. Donc, concernant les fiches pratiques, donc, je vais vous parler rapidement et je vais vous présenter 4 fiches pratiques. On va commencer avec la première qui concerne optimiser l'usage de la matière. Donc, il va s'agir de réduire les pertes pour éviter les coûts liés à l'achat et la transformation de matière. Donc, on voit qu'il peut y avoir des déficiences au niveau de la gestion, que ce soit au niveau des stocks ou des déchets ou de la transformation de la matière. Et du coup, à travers l'autodiagnostic, on va faire déjà une analyse des pratiques, des performances et des axes d'amélioration. Et quand on se focalise sur cette fiche pratique, optimiser l'usage de la matière, ce qu'on réalise, c'est que le coût des déchets, il se situe aussi principalement avant la mise à la benne. Le déchet coûte très, très cher. Et de revoir, par exemple, l'organisation en interne avec les personnes qui sont concernées, donc qui travaillent au plus proche des déchets ou le service achat, par exemple. Donc d'avoir un dialogue vraiment au sein de l'entreprise qui va permettre de faire cet état des lieux des postes à perte et de mettre en place des actions pour pallier à ces pertes. C'est ce qui va concerner l'optimisation de l'usage de la matière. Donc, par exemple, l'entreprise Bellem, qui est une menuiserie, a optimisé la découpe de ses barres aluminium pour la fabrication de ses portes. Et ça a permis de faire 70 000 € d'économie sur l'achat des barres. Ça a fait 21 tonnes de déchets évités sur l'année et ça a diminué la recette du recyclage. Du coup, de repenser en fait au poste à perte et de voir comment on peut limiter ces pertes, ça va permettre de réduire la quantité de déchets produites, mais aussi le coût lié à l'achat de cette matière première qui finit à la benne. Si on peut, merci. Alors, la deuxième fiche pratique, elle concerne l'optimisation de l'usage des produits et la gestion des périssables. Du coup, là, ça va concerner les déchets qui vont avoir une durée de vie courte ou qui produisent des résidus dangereux. Donc là, ce qu'on constate, c'est que ces produits-là qui ont un impact plutôt conséquent peuvent être remplacés par des produits alternatifs qui vont avoir une meilleure durée de vie et qui vont générer des résidus moins dangereux. Donc, ça peut être changer de produit ou de matière première. Donc, par exemple, on constate que les produits écolabellisés, des fois, ils ne coûtent pas forcément plus cher que les autres produits standards. Et du coup, de faire la transition est possible et peut avoir du coup moins d'impact derrière. Donc, remplacer ces produits par des produits alternatifs et des produits qui vont être moins toxiques. Donc, à titre d'exemple, le Mercure Eurocentre, qui est maintenant fermé, mais qui était dans le 1er arrondissement de Marseille, ils ont décidé de remplacer les savons individuels par des distributeurs de savons liquides. Et ça leur a permis d'éviter 2 tonnes de déchets par an. Du coup, ça reste conséquent quand on pense à tout ce qu'il faut faire derrière pour collecter, traiter ces déchets-là. La troisième fiche pratique, elle concerne le réemploi. Donc, ce qu'on voit, c'est que parfois, il est possible de réutiliser en interne certains déchets comme les emballages ou les chutes de production. Donc, par exemple, l'entreprise Strotalel, elle avait un problème avec ses emballages carton. Elle avait trop d'emballages carton et elle a décidé d'investir dans un broyeur pour 3 000 €. Et elle a fait du broyage des emballages carton. Donc, elle va réutiliser ces matériaux, ces cartons broyés sous forme de matériaux de calage pour réduire les DIB. Et du coup, le résultat, c'est que ces cartons, ils sont plus jetés en DIB. Donc, ça leur fait économiser à peu près 900 € par an.
l'entreprise, elle ne va plus acheter des chips de calage. Du coup, ça lui fait une économie de 1 500 € par an. Et le carton broyé qui est non utilisé et d'ailleurs non broyé est aussi revendu. Ce qui fait qu'au total, les économies sont de 3 800 € par an pour cette entreprise, pour un investissement de 3 000 €. Du coup, sur leurs recettes, ils sont déjà positifs de 800 €. Et ça permet de faire de la réutilisation en interne, de repenser à comment est-ce que le déchet pourrait être réutilisé. Donc, un autre exemple qu'il y a dans le recueil, il y a par exemple une entreprise d'espaces verts qui, avant, faisait traiter tous ces déchets verts et qui a mis en place un site de compostage sur son site pour donc de broyage de déchets verts et de compostage. Et ça fait que l'entreprise est devenue complètement autonome face à la gestion de ces déchets. Merci. Et la dernière fiche que je voulais vous présenter, c'est l'optimisation de la gestion sur site des déchets. Donc, on sait qu'une meilleure organisation en interne va permettre de réduire certains déchets. Donc, il y a 3 éléments clés à prendre en compte à ce niveau-là. C'est vraiment d'avoir un dialogue au sein de l'entreprise. Donc, comme on disait tout à l'heure, entre les personnes qui travaillent au plus proche des déchets et les personnes qui vont, par exemple, le service achat, acheter les matières premières, voire réfléchir ensemble comment est-ce qu'on pourrait améliorer la gestion de ces déchets. Et comme Maïté en parlait tout à l'heure, l'implication du personnel est un moteur fondamental pour la réduction des déchets. Si les employés sont convaincus de l'intérêt de réduire les déchets au sein d'entreprises qui se sentent concernés et impliqués dans cette mise en place, ça va être un moteur pour la réduction de ces déchets. Et de manière pratico-pratique, ça se traduit aussi par la mise en place de zones déchets bien définies et gérées sur site, ce qui va permettre derrière une meilleure collecte, une meilleure valorisation et tout simplement aussi un cadre plus agréable pour travailler avec les déchets, parce que c'est vrai que les déchets, c'est toujours un peu complexe à gérer et le mieux, c'est gérer sur site, le plus c'est agréable enfin, agréable, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est plus simple pour les employés en tout cas. Donc, le dernier exemple, c'est l'entreprise Gardette, qui est une entreprise d'automobile et qui, elle, avait un stockage très limité et qui a revu en fait son stockage sur place. Elle a revu également les modalités d'intervention pour enlever ces déchets-là avec ses prestataires, voir comment il pourrait y avoir un meilleur roulement sur site, ce qui a permis de faire des économies sur le traitement des déchets et de réduire le nombre de bennes destinées au stockage. Du coup, c'était vraiment de repenser en optimisant la gestion sur site. Et voilà, donc je terminerai cette présentation en disant que le recueil, il a vraiment une vocation évolutive dans le sens où l'intérêt, c'est d'avoir des retours d'expérience et idéalement des entreprises du territoire qui se sont engagées dans des actions de prévention, qui ont opéré un suivi et qui peuvent donner des idées à d'autres entreprises qui veulent se lancer. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran du document Excel qu'on a créé où j'essaie d'enregistrer tous les retours d'expérience que l'on a. Et l'objectif à terme pour les entreprises et pour d'autres intermédiaires qui travaillent dans le monde du déchet, de dire par exemple, voilà, moi j'ai ce flux déchets, on peut prendre le carton ou autre, on va cliquer et on va avoir plusieurs types d'actions qui ont été mises en place à proximité sur le territoire et qui peuvent être réalisées par les entreprises. Du coup, ça a un intérêt de partage, de collaboration, de bonnes pratiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Lola, pour ce guide très intéressant et je pense que les entreprises qui sont présentes à Swebinaire seront d'accord avec moi et très intéressées pour avoir ton guide et notamment ce tableau. Si Christelle Bossac, du coup, de l'entreprise Setnag est là, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous parle un petit peu de comment ils ont fonctionné sur leur gestion des cartons, notamment, au sein de leur entreprise. Je suis là. Parfait, on vous écoute. Alors, donc je suis Christelle Bossac de la société Setnag. La société Setnag fabrique des analyseurs d'oxygène dans les gaz. Donc, ce sont des appareils qui sont destinés aux industriels pour faire du contrôle de combustion et contrôle de procédés industriels. La société existe depuis 1986 et
Depuis la création, on a toujours été très sensible à notre environnement et à notre impact sur l'environnement. Donc, on a depuis toujours fait du recyclage de nos papiers, de nos déchets électroniques. On fait du tri sélectif donc au niveau de la cafétéria, donc tout ce qui est carton d'emballage et verre, canettes, etc. On a eu, il y a plusieurs années, une problématique qui était liée à la gestion de nos cartons et à l'emballage de nos produits. Donc, au départ, la problématique venait plutôt de la qualité de l'emballage de nos produits, puisqu'on avait beaucoup de produits emballés et qu'on les emballait comme on fait souvent, c'est-à-dire avec du papier bulle, du Kraft, des chips. Donc, ça faisait beaucoup de matière à gérer, beaucoup de déchets aussi à gérer sur les retours quand les clients avaient le produit qui arrivait chez eux. Et il ne faut pas se cacher, un temps d'emballage qui était assez important. Donc, au fur et à mesure que notre chiffre d'affaires a augmenté, on s'est rendu compte que toutes ces tâches d'emballage, qui n'étaient pas des tâches qui étaient très valorisantes pour les techniciens qui le font, prenaient beaucoup de temps et on a cherché à avoir quelque chose qui soit plus économe en temps et qui ait également un impact sur l'environnement. Donc, on est parti sur des cartons sur mesure. On a fait faire des cartons sur mesure avec des calages. Donc, c'est la photo que vous voyez, la première photo sur la gauche. Donc l'appareil est emballé en 5 minutes et le carton est un carton réutilisable, c'est-à-dire qu'on demande à nos clients de garder le carton, c'est la petite étiquette que vous voyez à droite, et lorsqu'il a renvoyé notre appareil, il le renvoie dans ce carton avec son calage. Donc ça a plusieurs avantages. Donc le transport de l'appareil est quand même beaucoup plus sécurisé, puisqu'on a des appareils qui reviennent dans un très bon état et qui n'ont quasiment pas de problème dans le transport. On limite les déchets cartons puisqu'on va réutiliser les cartons qu'on a déjà envoyés à notre client. Il nous le renvoie et ça repart encore chez lui. Et en termes d'image de marque, on a un emballage qui est beau. Donc, on a un bel emballage. Et au niveau RSE, on a une bonne image aussi puisqu'on les sensibilise à la réutilisation de ces cartons. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez nous. J'ai essayé de faire des recherches pour savoir ce que ça avait fait comme économie, mais bon, après, ça fait plus de 15 ans qu'on le fait, donc c'est un peu difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que du coup, nous, on s'est permis de facturer le carton au client, donc du coup, ça fait un petit chiffre d'affaires en plus, puisque le carton et le calage étant de bonne qualité et de bonne facture, on justifie mieux le prix qui est facturé au client pour cet emballage. L'étape d'après, c'est la photo que vous voyez en bas à droite. En fait, on va essayer de remplacer ces calages qui sont des calages en matière plastique, par des calages en carton qui ont quand même moins d'impact environnemental Donc, ce sont des choses qu'on est en train de tester pour petit à petit se passer de ces calages en matière plastique qui sont quand même pas terribles en termes d'environnement. Et on va passer sur du calage carton qui a la même fonction, puisqu'on a essayé là dernièrement sur un appareil. Il assure la même fonction en termes de protection de l'appareil et en plus, on aura des emballages qui sont 100% recyclables. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos petites questions par le chat. Merci beaucoup, Christelle, pour ton partage d'expérience. Comme a dit Christelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On répondra à toutes les questions du coup à la fin pour le temps d'échange. Du coup, maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre démarche chez Cap Honor Entreprendre et notamment de deux solutions qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place. La première qui s'appelle CoCollect et qui est une solution mutualisée de collecte de déchets pour les entreprises ou les acteurs économiques plus généralement du territoire nord de Marseille. Et la seconde qu'on verra dans un deuxième temps, qui est le projet Optimise, un projet d'écologie industrielle et territoriale qu'on lancera très bientôt. Pour vous parler un petit peu de CoCollect, déjà pourquoi on est venu à mettre en place ce type de solution. Comme vous le savez certainement, la métropole arrête progressivement de collecter les déchets assimilés ménagers des entreprises qui sont situées en zone d'activité et c'est arrivé
pour beaucoup des zones d'activité sur lesquelles on est implanté en janvier 2020. Et du coup, on a voulu apporter une solution aux entreprises, non seulement pour leur faciliter la vie, mais aussi pour pouvoir favoriser en même temps une bonne gestion des déchets et surtout la valorisation maximale de ces déchets. Donc, on a envoyé un cahier des charges aux opérateurs de collecte locaux, etc. Et puis, on a sélectionné une offre qui nous a semblé la meilleure et qu'on a construit du coup avec nos partenaires qui sont Silim Environnement, Lemon Tree, TEP et les Alchimistes. Donc, on a construit une solution qui est vraiment tout en un, qui concerne du coup tout type de déchets et qui en même temps propose tout type de prestations. Donc, forcément, la mise à disposition du matériel, la collecte et le traitement et la valorisation des déchets, mais cette solution vous permet aussi de bénéficier d'un accompagnement, notamment sur la sensibilisation et aussi sur les évolutions juridiques. Donc, cette solution, c'est une solution qui est sur mesure, qui est vraiment modulable en fonction des besoins. Donc, certes, on a tout type de déchets, tout type de prestations, mais ensuite, chaque entreprise peut sélectionner du coup les options qui sont adaptées à ses besoins. Ensuite, c'est une solution qui est simple. Donc, les entreprises ont un interlocuteur unique pour bénéficier de plusieurs expertises. C'est une solution qui est aussi économique, donc on a des tarifs préférentiels avec une réduction de 5% pour les acteurs économiques adhérents de Caponor Entreprendre. En même temps, à partir de 2021, on aura une collecte annuelle gratuite d'archives et une collecte annuelle gratuite de palettes. Et puis, c'est une solution qui est innovante aussi. Lemon Tree nous en parlera tout à l'heure, mais on a un outil de suivi de production qui est vraiment top et qui vous facilite la réduction des déchets à la source, un système de pesée embarqué également à venir. Et puis, c'est une solution du coup qui est écologique avec un maximum de possibilités de valorisation pour tous les types de déchets, autant que faire se peut local, et puis avec un véritable accompagnement sur tout l'aspect sensibilisation. Donc voilà pour résumer un petit peu notre offre. Je vais laisser tout de suite les acteurs, les opérateurs de collecte en parler. Ils en parleront mieux que moi et puis ils vont vous présenter un petit peu du coup chacun leur entreprise et puis leurs solutions. Sandrine, je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu ce que vous faites avec Silim. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Silim Environnement est une entreprise qui est basée du coup sur le 15e arrondissement de Marseille, qui est adhérent historique de Caponor Entreprendre et partenaire donc du coup de la solution Co-Collect. Donc, Silim Environnement et TEP en fait sont des filiales environnement de la Société des eaux de Marseille. Donc, on a en gros 3 pôles d'activité. La partie, on va dire, assainissement qui est au travers des sociétés Bondil et SPGS. La partie déchets dangereux, donc qui est gérée par TEP. Et Silim et Bronzo, qui sont les activités de collecte, transport et traitement de déchets non dangereux, donc ce qu'on dit les déchets dits solides, on va dire. Voilà. Donc, on est tous certifiés, 14001 et 9001 selon nos activités. Donc, du coup, on est actif aussi sur cette solution Co-Collect qui était une très bonne solution de proposer en fait une solution mutualisée pour toutes les entreprises. Alors, très basiquement, en fait, au niveau de tout ce qu'on peut proposer, c'est principalement des solutions liées au matériel. Donc, en fait, l'idée pour nous, c'est vraiment de faire un audit de chaque entreprise, en tout cas celles qui nous solliciteront, pour pouvoir identifier la solution la mieux adaptée au tri et à la collecte des déchets. Donc, selon les types de déchets, on peut adapter différents types de matériel, les plus classiques, hein, les bacs roulants, de petite et de grande capacité, puis ensuite des bennes et des compacteurs. Tout dépend de la production des déchets de chacun. Et l'idée, c'est quand même de combiner à la fois du coup une solution avec Lemon Tree, avec TEP et avec les alchimistes en proposant un panel de solutions pour que chaque entreprise puisse trouver la meilleure façon de valoriser ces déchets, puisque c'est quand même ça l'idée principale de Co-Collect, c'est de favoriser et valoriser ces solutions de recyclage et de valorisation. Voilà, donc on est à votre disposition pour venir faire un audit de site quand vous en avez besoin
soit si vous n'avez que des déchets, ça sera uniquement que Silim. Par contre, voilà, dès qu'il y a la production de carton, de biodéchets, voilà, on vient en association avec les autres partenaires et dans ce cas-là, voilà, on essaie de trouver une solution combinée. Donc pour TEP, Lisa, si tu veux dire un mot sur la partie déchets dangereux, parce que c'est quand même plus particulier. Oui, bonjour. Excusez-moi. Donc, Adèle, tu peux changer la… Oui. S'il te plaît. Merci. Donc, pour la partie déchets dangereux, aujourd'hui, sur l'organisation, c'est le plus important, en fait, finalement, pour vous, ça va être d'identifier quel est un déchet dangereux. Parce qu'autant on parle du carton, on parle des ordures ménagères, mais donc finalement, aujourd'hui, le plus simple, c'est d'utiliser des pictogrammes que vous voyez sur vos produits. Et une fois que ces pictogrammes sont présents, à ce moment-là, se posera la question de savoir dans quoi les mettre. C'est vrai que sur la partie déchets dangereux, il y a une grosse partie réglementaire où il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire en fonction de la réglementation. TEP aujourd'hui, pour Cap-Nord Entreprendre, on est basé, on a un centre de transit regroupement dans le 14e, donc on est assez près des entreprises et on est là pour vous accompagner. Quand on parle de réduction de déchets à la source, on peut aussi se dire que parfois vous avez des emballages qui sont homologués pour le transport des déchets, des matières dangereuses et peuvent être par exemple réutilisés pour mettre vos propres déchets. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites en déchets dangereux comme en non dangereux. Voilà sur la partie de TEP. Et l'autre diapo. Bon, ça reprend un petit peu tous les types d'emballages qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser pour les déchets dangereux. Donc, vous voyez, ils sont assez multiples pour s'adapter justement à votre production, parce que finalement, une entreprise a quoi qu'il arrive des déchets dangereux, que ce soit des néons, des piles, des aérosols, en petite quantité ou en plus grosse. Et à chaque déchet, un contenant doit être adapté. Voilà. Et après, on adapte du coup aussi nos types de véhicules pour venir chez vous, puisqu'effectivement, on peut, pour transporter de manière réglementaire, il faut qu'on adapte nos véhicules, venir prendre un seau ou venir prendre un GRV par exemple. Voilà un petit peu. On est disponible pour discuter avec vous de tous ces emballages. On ne va pas les reprendre les uns après les autres, mais sachez qu'il y a plein de choses qui existent. Voilà. Merci beaucoup Lisa et merci Sandrine également. Je propose que Anaïs, du coup, tu prennes le relais pour nous parler un petit peu du coup de ce que vous faites chez Lemon Tree pour CoCollect. Oui, donc du coup, bonjour à tous. Anaïs Blo, chargée de développement chez Lemon Tree. Donc Lemon Tree, c'est l'acteur de CoCollect qui s'occupe de la partie emballage et déchets recyclables. Donc rapidement, pour vous présenter notre entreprise, notre siège est basé en Île-de-France depuis 2011 et on a ouvert une antenne à Marseille depuis 3 ans à peu près. On est basé sur le territoire nord également. Et donc l'objectif de Lemon Tree, c'est vraiment d'améliorer le taux de valorisation dans les lieux hors domicile. Donc notre première offre, notre offre historique, c'est la mise en place de machines incitatives. Donc je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà vu dans les Monoprix ou les casinos du centre-ville de Marseille. Donc l'idée, c'est donc ces machines sont destinées au public qui vont dans le magasin. L'idée, c'est de ramener son emballage, de le mettre dans la machine. Donc la machine reconnaît l'emballage pour qu'il n'y ait pas d'erreur de tri. Et en échange, vous avez une petite gratification qui va être quelques centimes d'euros en bon d'achat ou vous pouvez faire un don à une association choisie au préalable par le centre commercial. Donc ça, c'est notre première offre. La seconde, c'est la mise en place de solutions de tri sur des événements. Par exemple, récemment, on était partenaire du Tour de France, voilà, tous ces événements, des festivals, etc. Et la troisième offre qu'on a mis en place depuis le décret 5+, donc le décret 5+, c'est ce dont on vous a parlé plus tôt, l'obligation des entreprises à trier à la source les 5 flux depuis 2016. Donc, on a mis en place cette offre qu'on appelle l'offre multiflux et qui est la gestion des déchets recyclables venant des entreprises, donc par la mise en place de bacs de tri. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo la plus à gauche, donc l'idée, c'est de mettre en place un bac pour le tri à la source, donc c'est-à-dire un bac pour, par exemple, les bouteilles plastiques si vous en avez, un bac pour le papier, un bac pour le verre,
etc., pour que tous ces déchets soient triés en amont. Donc, Lemon Tree propose un service complet qui commence par la visite, l'audit du site. Donc, c'est vraiment pour trouver la solution la plus adaptée. Nous, on est vraiment dans une démarche qu'on appelle les 5 R. Donc, les 5 R, c'est d'abord refuser le déchet, réduire sa production de déchets, réutiliser si c'est possible, puis recycler et retour à la terre qui vont ensemble, la valorisation. Donc, l'idée, c'est pas, on va dire, d'inciter les entreprises à consommer plus de déchets pour que nous, on vienne les collecter. Si on considère que ce déchet pourrait être supprimé, c'est vraiment, on va vous accompagner, trouver des solutions pour réduire en amont votre production de déchets. Si c'est pas possible, il y a toujours des papiers qui restent, des emballages, etc., cartons. On pourra venir les collecter pour faire de la valorisation matière. Donc, la collecte, elle est opérée par notre filiale qui est entreprise d'insertion, qui s'appelle Lemonade. Donc, c'est notre filiale qu'on a fondée avec Fondation Agir contre l'exclusion en 2016. Donc, qui est une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été éloignées de l'emploi à un moment et qui sont parmi nous pendant 8 mois pour être formées sur nos métiers. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 8 mois, on les aide à trouver un emploi durable. Et donc ensuite, il y a la valorisation qui est 100% matière. Donc, toutes les matières qu'on collecte vont redevenir de la matière. Un objet redevient un objet, une bouteille plastique redevient une bouteille plastique, une canette redevient une canette ou un autre objet métallique. Et que cette valorisation soit faite en circuit court. Donc, on a nos propres filières de recyclage, autant le site de Paris que le site de Marseille. On essaye d'avoir nos filières au plus proche possible. On en a une qui est à Gardanne, certaines qui sont à Marseille, certaines qui sont à Avignon. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de transfert d'impact sur le transport et donc que ce recyclage soit fait au plus proche. Et ensuite, on a ce service de traçabilité. Donc, le décret 5 flux comprend que l'entreprise tienne, on va dire, un registre des déchets, soit capable de prouver que l'entreprise a bien trié ses déchets à la source et les a valorisés. Donc, vous avez accès via une plateforme, un compte client en ligne, à tout le suivi de votre performance de tri avec les poids collectés par matière. Donc, on fait vraiment de la pesée, sac par sac, ce n'est pas des équivalences. Et vous avez la qualité du tri qui vous dit bien trié, moins bien trié. L'idée, c'est que si c'est mal trié, ce n'est pas de mettre un coup de bâton du tout, c'est plutôt de vous accompagner pour trouver des nouvelles solutions qui permettront d'améliorer ce taux de valorisation. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer le service le plus adapté aux problématiques de chacun pour vous permettre de gérer au mieux vos déchets. Maïté, si tu peux juste changer de slide, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, on fait une offre, comme vous disiez, sur mesure et adaptée. Donc, l'idée, c'est que le matériel soit vraiment adapté, autant en front office, qu'on appelle front office, c'est les bacs ou les machines. Parce que je ne l'ai pas dit, mais les machines peuvent également être installées dans les entreprises si on pense que c'est pertinent, s'il y a assez de collaborateurs, ou même sur, par exemple, des centres de formation ou des écoles, puisque du coup, la machine, comme elle est intelligente, il n'y aura pas d'erreur de tri. Donc, c'est vrai que c'est le plus simple à installer sur des campus, par exemple. Donc, il y a ce type de contenant. Et il y a également les bacs de tri. Donc, chaque bac pour son déchet. L'idée, c'est qu'il y ait un code couleur qui soit assez simple pour tout le monde. Jaune pour les bouteilles plastiques, bleu pour le papier. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Il ne faut pas rendre ça difficile. Les inserts sur les bacs sont également très intuitifs. Rond pour une bouteille, fente pour le papier. Ça peut paraître rien, mais parfois, ça change la chose et ça permet d'avoir une qualité de tri, une meilleure qualité de tri. Et ensuite, le matériel en back-office. Donc, c'est comme vous pouvez voir sur la droite. Donc, nous, on utilise des rolls. Donc, c'est des grands chariots métalliques qui permettent de faire du stockage vertical. Donc, par exemple, le grand roll qu'on voit en bas avec ses dimensions, il a la même prise au sol à peu près qu'un conteneur 660 litres. La différence, c'est que lui, il fait 1700 litres. Donc, il fait quasiment 2 fois et demi, 3 fois le volume d'un conteneur 660 litres. Et par sa transparence, son grillage, il permet vraiment d'optimiser le stockage. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo du dessus, si on casse bien ces cartons, qu'on les tasse bien, ça permet vraiment de gagner, d'entasser un maximum de cartons et de gagner de l'espace. Là où le conteneur 160 peut paraître et opaque avec son couvercle et voilà, on ne sait pas trop qui a mis quoi dedans et la facilité, c'est de jeter, on va dire, son carton sans le casser. Là où le roll, il est transparent, on va dire que ça incite un peu les gens, si tout le monde est bien sensibilisé à bien tasser ces cartons pour optimiser ce stockage. Voilà pour Lemon Tree. Merci beaucoup Anaïs. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Lorraine des Alchimistes pour vous présenter votre solution.
Oui, bonjour à tous. Lorraine des Alchimistes. Merci Maïté d'organiser ce webinaire. Nous, les alchimistes, on est adhérents de Cannes. On est installés dans le 15e arrondissement. On existe à Marseille depuis un peu plus d'un an. Et notre rôle dans CoCollect, c'est sur une filière bien spécifique des déchets. C'est tout ce qui est biodéchets, donc tout ce qui est déchets organiques. Notre rôle, nous les alchimistes, c'est de participer au retour à la terre de la matière organique. Donc toute cette matière organique, plutôt qu'elle aille faire des kilomètres ou qu'elle se fasse incinérer ou enfouir et qu'elle ne soit pas valorisée, on la capte et on fabrique du compost de qualité en circuit court. Donc là-dedans, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. C'est fabriquer une ressource nécessaire pour végétaliser nos villes, pour faire de l'agriculture biologique, et c'est faire parcourir le moins de kilomètres possible aux déchets. On peut aller sur le prochain slide. Quelques images pour vous expliquer. Donc, on fait de la collecte en logistique douce. Donc, on a deux typologies de véhicules et de bacs de collecte. Là, sur cette photo, on voit le camion avec les bacs 120 litres, qui sont les bacs qui vont chez les clients qui ont de l'espace de stockage. Mais on travaille aussi avec des restaurateurs du centre-ville ou dans des zones urbaines où il n'y a pas de local poubelle. Et là, on travaille avec des petits bacs de 35 litres qu'on vient collecter à vélo avec une remorque. La seconde image, ça montre une table de tri où on déverse les bacs qu'on a collectés. On fonctionne en échange de bacs. Ça veut dire que quand on vient collecter un bac, on prend un bac qui est plein et on dépose un bac qui est vide, propre et désinfecté. Et c'est important pour le biodéchet. Le biodéchet, c'est le déchet qui salit nos poubelles parce que ça fait du jus. Donc, le fait que le bac soit propre, frais, vide et désinfecté, ça incite les usagers à bien faire le tri. Ensuite, on déverse ça sur une table de tri. Sur la table de tri, là, on fait un surtri. C'est très important de faire ce surtri pour plusieurs raisons. L'une qui est pédagogique parce que le tri des biodéchets, on voit que c'est le début là. Donc, pour les gros producteurs depuis 2016, c'est en place. Et là, au fur et à mesure, année après année, jusqu'à 2025, ça va être la généralisation du tri pour l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur production. Mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a encore des erreurs de tri, les gens ne savent pas, il y a des incertitudes. Donc, nous, on prend ce temps sur la table de tri pour sortir ce qui n'est pas biodéchet, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de matière plastique dans notre compost. Et aussi pour faire un retour à nos clients pour leur dire, pour les accompagner dans la transition et dans l'amélioration du tri. Ensuite, on produit du compost sur des plateformes micro-industrielles. Donc, le principe, c'est d'avoir un volume de transformation qui est significatif, donc 2 tonnes par jour en l'occurrence, et en même temps d'être proche des gisements et des lieux de production des déchets. Donc, on crée ces plateformes pour qu'elles soient adaptées au milieu urbain, donc avec une empreinte foncière qui est assez faible, ce qui nous permet de pouvoir nous placer à proximité et faire parcourir le moins de kilomètres possible aux déchets. Voilà pour les alchimistes. Merci beaucoup, Lorraine. Je vérifie que... Oui, j'ai encore mon micro allumé. Parfait. Merci beaucoup. Du coup, comme ça, on vous a présenté un petit peu notre solution CoCollect. Alors, il y a 5 choses principales à retenir. La première, du coup, c'est que c'est vraiment une offre qui est sur mesure et adaptée à toutes les entreprises. Parce que les services, du coup, de ces 4 acteurs sont vraiment complémentaires. Que c'est une offre qui est simple parce que vous avez un interlocuteur unique pour bénéficier de 4 expertises. Qu'à travers cette offre, on a identifié vraiment un maximum de possibilités de valorisation. C'est une offre qui est aussi économique et que, en tant qu'adhérent de Cannes, vous pourrez obtenir des tarifs préférentiels et puis surtout aussi une offre locale. Et j'ajouterais une offre qui vous permet de travailler avec des acteurs de confiance. Si on les a sélectionnés, ces 4 acteurs, c'est parce qu'on les connaît bien et qu'on sait qu'ils travaillent bien. Et voilà pour l'offre CoCollect. Après, je vous propose qu'on fasse 2 petits focus. Du coup, un premier focus sur est-ce que c'est vraiment plus cher de passer par un opérateur privé, parce que c'est une remarque, une question qu'on nous pose souvent.
Sandrine, je te laisse peut-être prendre la parole du coup sur cette slide. C'est moi qui vais prendre la main sur le slide du coup, Thomas de chez Silim. Donc bonjour à tous. Donc voilà un exemple de tarification pour la partie Silim, pour les tarifs de 2021. Donc comme on vous a dit précédemment, les deux flux principaux sont le DIB, donc tout ce qui est déchets d'ordures ménagères, et le papier carton. Donc deux typologies de matériel, le bac 660 litres, le bac classique que la métropole met en place, et le bac 1000 litres qui est légèrement plus conséquent pour les déchets de DIB. Donc pour un bac 660 litres collecté une fois par semaine, nous sommes à 98,50 € hors taxe par mois. Donc pour le bac 1000 litres, nous sommes à 130 €. Puis vient la partie papier carton. Donc la partie papier carton est moins chère, c'est une matière valorisable, donc c'est intéressant de le trier et de le valoriser. Donc pour le bac 660 litres collecté une fois par semaine également, nous sommes à 50 €. En gros, nous sommes à 50% moins cher que le DIB et 63 € pour un bac 1000 litres. La priorité de toute façon pour Silim et Lemon Tree, c'est de valoriser les déchets comme le papier carton, canettes, bouteilles en plastique pour la partie Lemon Tree, mais surtout de séparer les deux flux de déchets, le DIB et le papier carton. Si tu peux passer au second flux. Voilà, parfait. Donc, on va comparer maintenant les tarifs entre la métropole et un prestataire privé qui est la Silim. Donc, il faut savoir que si une entreprise est dotée d'un volume de 3 bacs 660 litres et plus, la métropole stoppera automatiquement sa collecte. Si celle-ci, par contre, se situe entre 1 à 3 bacs, et selon les zones définies par la métropole, l'entreprise a le choix d'un prestataire privé ou de rester à redevance spéciale, mais au tarif de 2021. Il faut savoir que la vas-y, pas de souci. Mais dans toutes les zones d'activité, à terme, la métropole ne collectera plus les déchets de type ménager. Donc, ça a déjà été le cas dans de nombreuses zones d'activité qui sont obligées de passer par un opérateur privé. Et il y a encore beaucoup de zones d'activité qui vont être concernées pour un arrêt le 25 janvier 2021. Voilà, je te laisse poursuivre. Parfait. Donc, il faut savoir que la métropole propose un service de collecte de 6 fois par semaine obligatoire. Donc, la métropole passe du lundi au samedi, quel que soit votre besoin. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'empreinte carbone, ce n'est pas optimisé. Et il y a beaucoup de transports inutiles. C'est vrai que certaines sociétés n'ont pas forcément le besoin de 6 passages par semaine. Donc, il faut compter pour ce forfait mensuel, pour un bac 6 fois par semaine, à 437 € TTC par mois. Pour avoir un comparatif, les tarifs 2021 pour Silim, pour un bac collecté 2 fois par semaine, 2 fois par semaine est la moyenne pour une société standard, est de 225 € TTC. Un bac collecté 3 fois par semaine, 333 € TTC. Lorsque l'on dépasse les 3 fois par semaine, c'est que l'on devient un restaurateur. Un restaurateur se doit de trier les biodéchets. Donc voilà, la moyenne est entre un bac 1 à 2 fois par semaine. Un bac, on avait dit qu'on était à 90 € et un bac collecté 2 fois par semaine à 225. Voilà, donc on le voit au niveau du tarif que ce n'est pas forcément plus cher de passer par un opérateur privé. C'est moins cher en fonction du besoin. Et pour l'empreinte carbone, ce n'est que mieux. Voilà. Merci Thomas. Oui, et puis on voit aussi que du coup, en triant, ça permet aussi de réduire les coûts. Alors après, un deuxième focus sur comment on peut faire pour sensibiliser efficacement les salariés au tri des déchets. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent aussi. C'est pas forcément évident de mobiliser l'ensemble des salariés sur le sujet et de faire en sorte qu'ils trient bien. Il existe plusieurs solutions, dont les nudges. Donc les nudges, c'est quoi? Donc c'est juste une méthode douce pour orienter les comportements et inspirer les bonnes décisions sans contraindre ou culpabiliser. C'est une méthode qui va s'inspirer de l'économie comportementale et à travers laquelle on va essayer de comprendre les facteurs rationnels et irrationnels, conscients et inconscients, qui vont orienter les choix. Cette méthode part de 2 postulats de départ. La première, c'est que les agents ne sont pas si rationnels que ça et que les décisions ne sont pas prises
uniquement sur la base de la logique. Que lorsque nous faisons des choix, on est influencé par nos émotions, par nos habitudes, nos croyances, l'environnement, les autres, etc. Et on est également influencé par de nombreux biais cognitifs. Le deuxième postulat, c'est que nos comportements sont finalement du coup plutôt irrationnels, mais qu'ils peuvent être prédictibles. Du coup, on peut être amené à créer des nudges pour essayer de favoriser du coup les bons gestes en termes de gestion et de tri des déchets. Il y a 4 étapes clés pour créer des nudges. La première, c'est d'identifier déjà les biais qui orientent les choix et les freins et les leviers des bons gestes. Donc pour ça, il faut bien sûr observer, réaliser une enquête aussi, des entretiens qualitatifs également, pour vraiment comprendre comment les agents font leurs choix. Ensuite, on peut organiser un atelier collectif pour créer des nudges. Ce qui est important quand on va organiser cet atelier collectif, c'est aussi d'avoir vraiment différents profils de participants pour pouvoir bénéficier des avantages de l'intelligence collective et avoir des nudges qui soient vraiment adaptés à tout type de personnes, quoi. Et ensuite, les 2 autres étapes, c'est forcément tester les nudges qu'on a imaginés et puis ensuite les adapter en fonction des résultats du test. En matière de déchets, on va réfléchir notamment, on peut agir sur les choix par défaut, sur la force de la norme sociale. On voit parfois des affiches 90% de vos collègues trient leurs déchets et ce sont des choses qui ont fait leurs preuves. On peut aussi travailler sur la version à la perte, l'émulation, donc organiser des jeux concours. On a des retours d'expérience aussi qui montrent que ça marche. Ça permet de mobiliser justement les salariés sur le sujet à travers le ludique, qui est un des derniers points évoqués, le recours aux jeux, aux présentations ludiques. Comme ce qu'a pu évoquer Anaïs tout à l'heure avec ce que fait Lemon Tree. On a plusieurs exemples on peut reprendre plusieurs exemples. Donc la RATP, elle a travaillé justement sur les nudges pour essayer de rendre ces gares plus propres. Donc elle a travaillé sur plusieurs choses, sur justement le fait de rendre plus visibles les poubelles, les cendriers, etc. Et on voit que ça a marché, ça a permis de multiplier par 2 le taux d'utilisation de ces poubelles ou de ces cendriers. Donc c'est quand même énorme. Ensuite, on peut aussi évoquer, essayer de rendre visible le travail justement des agents de propreté, comme on le voit sur la photo en dessous. On peut aussi avoir recours, essayer de créer une émotion du coup chez les individus ou avoir recours à tout ce qui est gratification. Et ce sont des éléments qui ont fait leurs preuves. On a aussi du coup 9 clients sur 10, 9 passagers sur 10 qui se sont déclarés suite à la mise en place de ces nudges satisfaits de la propreté dans les gares. Alors après, on peut quand même temporiser ces résultats en disant que c'est des résultats qui ont quand même varié en fonction des stations, de la manière dont étaient disposées ces stations, etc. Mais ce sont quand même des choses qui marchent. J'essaye d'aller vite pour pouvoir garder un temps d'échange à la fin parce qu'on est un petit peu en retard. Là, on a aussi un premier nudge. Du coup, là, ce sont que des nudges du coup vraiment orientés déchets. Peut-être qu'Anaïs, tu peux nous parler du coup du premier sur lequel vous avez travaillé. Oui, donc du coup, je ne l'ai pas forcément dit plus tôt, mais c'est vrai que Lemon Tree axe vraiment toute son offre aussi sur la pédagogie et la communication. Donc, on essaye vraiment, comme je disais, de rendre le tri incitatif, ludique. Et donc, on a également recours au nudge. Bon, on a recours aussi à de l'affichage plus classique, des guides de tri qui sont vraiment importants pour orienter le collaborateur. On fait des sensibilisations à chaque installation. Donc, on a une sensibilisation de 30 minutes à 45 minutes qui est offerte à chaque installation pour les collaborateurs. Si on veut aller plus loin pour faire une demi-journée, pour faire du team building, etc., là, ce sera une sensibilisation payante. Mais il faut savoir que dans tous les cas, il y aura toujours au moins cette première sensibilisation gratuite de 30 minutes
pour guider les collaborateurs et leur redonner confiance au recyclage, parce que souvent les collaborateurs pensent que tout ce qu'on va collecter finit au même endroit, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, donc pour expliquer un peu cette image à gauche, donc c'est du nudge qu'on a développé pour par exemple des hôtels. Donc c'est un sticker, donc souvent dans les hôtels on distribue des bouteilles d'eau offertes ou pas, mais en tout cas il y a souvent accès à des bouteilles d'eau dans les chambres, en plastique ou en verre. Et donc, nous, on a pensé à mettre en place un genre de sticker. Donc là, il n'est pas forcément adapté à la charte graphique de l'hôtel, hein, mais on peut toujours l'adapter. Pour juste un petit sticker avec écrit, en fait, ici, vous déposez votre bouteille ou ici, vous déposez votre canette. Et celle-ci sera recyclée. Donc, c'est écrit en plusieurs langues, voilà, vraiment adapté au secteur du tourisme. Donc, comme disait Maïté, l'idée, c'est de ne pas contraindre l'utilisateur. Donc, il y a juste ce sticker. On ne peut pas mettre un bac. C'est très compliqué de mettre un bac bouteille, un bac canette, un bac verre dans toutes les chambres d'hôtel. Et ça coûte très cher. Mais de mettre ce petit sticker en adaptant à côté le chariot de la société d'entretien, en mettant des sacs transparents, des sacs noirs pour que la société d'entretien puisse faire le tri. Si la personne laisse sa bouteille vide à cet endroit, on forme l'équipe de nettoyage en disant, voilà, s'il y a une bouteille, vous la récupérez, vous la mettez dans le sac transparent, et la chaîne jusqu'au rôle, donc le rôle de grand chariot métallique, pour que nous, on puisse venir le collecter ensuite. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'impliquer toutes les parties prenantes, l'utilisateur, les collaborateurs, les sociétés de nettoyage pour que ça fonctionne bien, que tout le monde soit bien formé et bien les bonnes infos pour que ça fonctionne. Merci Anaïs. Et du coup, là, sur les autres images, notamment, par exemple, sur la deuxième, donc c'est quelque chose qui a été mis en place à Copenhague pour inciter justement les individus à aller jeter leurs déchets à la poubelle et résultat, réduction de 46% des déchets dans la ville. Donc, on voit bien que ça marche. Un autre exemple également, à Édimbourg, ils ont agrandi la taille des poubelles de tri par rapport à celle des poubelles de type tout venant. Et ils ont réussi à augmenter du coup le volume de déchets recyclés de 85%. Donc, on voit bien qu'il y a plein de choses qui marchent et après, on pourra échanger plus longuement sur le sujet si vous le souhaitez. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait justement du temps pour les questions. Je vais juste peut-être vous passer une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste l'écologie industrielle et territoriale, qui est du coup la deuxième solution qu'on va proposer plutôt chez Caponor Entreprendre. L'EIT, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des 7 piliers de l'économie circulaire. L'écologie industrielle et territoriale vise à optimiser les échanges de flux à l'échelle d'un territoire. Concrètement, une entreprise a des flux entrants, des matières premières, de l'énergie, et des flux sortants, des déchets, des coproduits, des effluents. L'EIT, c'est boucler les flux entre acteurs du territoire pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Et cela marche pour toutes sortes de flux. L'énergie, les déchets, l'eau. Il est également possible de mutualiser les ressources. Mutualisation des équipements, des services et des transports. L'EIT permet donc de générer des gains économiques pour les entreprises tout en augmentant l'attractivité du territoire. Pour se lancer dans une démarche d'EIT, il faut quoi ? Premièrement, le rôle essentiel est celui de l'animateur. Il est chargé d'animer des ateliers pour faire se rencontrer les entreprises, créer un climat de confiance ainsi qu'un réseau. Ensuite, il faut analyser les données recueillies au sein d'un outil de collecte de ressources pour identifier les synergies possibles et contribuer à leur concrétisation. Enfin, il est important de suivre puis d'évaluer la démarche, évaluer les gains environnementaux, les gains économiques et les gains en emploi. Cette vidéo permet en tout cas de mieux comprendre en quoi consiste l'EIT. Du coup, finalement, chez Caponor Entreprendre, on fait l'EIT un petit peu depuis toujours puisqu'on propose des services mutualisés. On a notamment travaillé sur le service mutualisé de collecte de déchets, comme on vous en a parlé tout à l'heure, mais on a travaillé aussi sur de la mutualisation de services de mobilité, etc. Et là, sur la thématique des déchets, on s'est dit qu'on voulait vraiment aller plus loin.
Et alors, du coup, pour reprendre les 3 grands types de synergies qu'on peut créer en raisonnant sur une logique d'écologie industrielle et territoriale. Donc, le premier type de synergie auquel va aboutir ce type de démarche, donc c'est de la mutualisation. Et là, nous, on voudrait aller justement vers des synergies de substitution, c'est-à-dire faire des déchets des uns des ressources pour d'autres acteurs du territoire. Donc là, on va rentrer début novembre 2020 dans une grande phase de diagnostic territorial, donc où on va étudier un petit peu tous les flux de matière sur le territoire, les flux entrants, les flux sortants, pour déjà pouvoir sélectionner un premier micro-territoire ou une première filière la plus opportune pour lancer notre démarche. Après, bien évidemment, le but, c'est de pouvoir étendre la démarche à tout le territoire sur lequel on est implanté et à toutes les filières. On va avoir cette phase de diagnostic jusqu'en mars 2021, où on va d'ici là mobiliser aussi les premiers acteurs. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à me contacter par mail ou à me faire savoir sur le chat. Et on pourra prendre un rendez-vous individuel pour en parler un peu plus longuement. Voilà. Et puis, on lancera des ateliers EIT du coup à partir d'avril 2021. Pour vraiment concrétiser les synergies. Pour notre diagnostic territorial, on va d'abord passer par un logiciel qui va produire des données sur les flux à partir d'un algorithme. Donc, ce seront des données statistiques. Et puis après, en avril 2021, on ira plutôt sur des données réelles avec tous les acteurs du coup, qui souhaitent s'engager dans la démarche. L'écologie industrielle et territoriale, comme son nom l'indique, forcément, c'est une démarche à un impact environnemental positif, mais c'est aussi une démarche qui peut vous permettre de faire des économies. Voilà, donc je vous invite à me contacter si le sujet vous intéresse. En dernière slide, vous avez les coordonnées de toutes les personnes qui ont parlé. Il me manque juste Lisa de TEP et Thomas de Silim, je les ajouterai avant de vous envoyer la présentation. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie aussi surtout tous les intervenants pour la richesse et la qualité de leur présentation. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. Dans tous les cas, on vous transmettra du coup tous les contacts, plus les 2 qui manquent là sur cette slide, ainsi que la présentation. Et on reste à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions ou autres sur le sujet. Merci à tous et bonne journée à vous.